Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur le dernier atelier de cette première journée à l'occasion de la deuxième édition du Salon TechScare France, atelier qui va être consacré à un modèle qui se développe rapidement dans nos villes et dans nos résidences, la laverie résidentielle. Face à l'évolution des modes de vie, urbanisation, co-living, réduction des espaces privatifs, télétravail, quête de praticité, les habitants recherchent des services partagés de proximité. La laverie résidentielle répond pleinement à cette tendance, un service accessible, économique et collectif, intégré directement au cœur des immeubles. Pour les gestionnaires immobiliers, exploitants, fabricants, ce modèle ouvre de nouvelles opportunités de valeur et de fidélisation des résidents, à condition de bien maîtriser son positionnement, sa rentabilité et sa maintenance. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Balmont, donc aujourd'hui trésorière, mais ex-présidente de l'AFL, Association française des laveries, qui accompagne donc et représente les acteurs du secteur, ainsi que Maxime Toubin, responsable national du segment laverie chez Electrolux Professional, donc expert des solutions techniques et des nouveaux concepts de laverie partagée. Donc bienvenue à tous les deux et ensemble, voilà, ils vont nous aider à comprendre les atouts, les conditions de réussite et les perspectives d'avenir de ce modèle en plein essor. Donc, pour commencer, Christine, c'est toi qui t'y colle en premier. Alors, quelles sont aujourd'hui les tendances du marché des laveries en France et quelle place prennent les laveries résidentielles ? Alors, le marché de la laverie se développe de plus en plus, que ce soit la laverie de ville ou la laverie résidentielle. La laverie résidentielle, on la voit évoluer énormément, voire comme en Allemagne ou un petit peu aux États-Unis, où certains bâtiments sont désormais construits sans l'accès à la machine à laver et prévus des laveries résidentielles à chaque niveau ou dans le rez-de-chaussée. Dans les campings, maintenant, on a l'habitude. Les résidences de vacances, on a l'habitude. Donc la laverie résidentielle, oui, se développe. Et qu'est-ce qui explique, du coup, ce succès croissant ? Le changement de vie, la recherche de proximité que j'ai évoquée tout à l'heure, ou le coût de l'équipement individuel peut-être aussi ? L'équipement individuel, je ne suis pas sûre que ce soit le critère vraiment de base. Par contre, oui, la proximité, le fait de l'écologie, je pense, dans certains bâtiments, pour la mutualisation du matériel, il y a quelques critères comme ça, oui. Ok. Et comment... Je pense qu'il y a aussi Maxime ? une question économique, où aujourd'hui, se loger devient de plus en plus cher. Et c'est vrai qu'on entend de plus en plus que préférer une solution de lavage dans la résidence ou dans l'immeuble et bénéficier d'une surface habitable plus grande. Oui, parce que forcément, installer machine et séchoir dans l'appartement, ça prend de la place. Exactement. Et évidemment, c'est des mètres carrés, en fait, au détriment de l'espace de vie, potentiellement. Comment ces laveries s'intègrent-elles dans le paysage urbain et résidentiel ? Les résidences étudiantes, les résidences seniors qui se développent beaucoup aussi. Résidences de vacances, on le voit dans des résidences seniors, alors, pas forcément des EHPAD, quand on commence à le voir aussi dans les EHPAD. D'accord. Oui, alors les EHPAD eux-mêmes traitent le linge, le drap plat ou le comme ça, mais les résidents demandent de plus en plus à ce qu'il y ait une machine à laver qui soit mise à disposition. Quand les familles viennent pour voir la personne âgée, ils demandent à ce qu'il y ait une machine pour laver le linge, du coup sur place. Pas le ramener chez eux et le ramener ensuite. D'accord, donc c'est quelque part une autre façon de réinternaliser l'entretien directement. D'accord, okay, alors, il y a le côté proximité aussi, de tout pouvoir faire sur place. Oui, mais oui, elles évoluent. De toute façon, les laveries résidentielles, ça existe déjà depuis très longtemps. Et c'est juste que ça se développe dans d'autres, mais le système de base existait déjà. Après, c'est un système qui existait beaucoup aux États-Unis, tu l'as dit, dans les pays du Nord plutôt, Europe du Nord. Maxime, tu constates, toi, que ça se développe beaucoup chez nous aussi ? Alors, je confirme que c'est très pratiqué en Europe du Nord. Étant suédois, on est un petit peu au courant du système local. En même temps, je ne suis pas venue vous chercher pour rien. Exactement. Et oui, effectivement, le marché français se développe de plus en plus. On a évidemment les résidences étudiantes, comme on l'a dit, mais on a plein d'autres foyers, type foyer de jeunes travailleurs, foyer de demandeurs d'asile, où il y a de plus en plus de demandes d'équipement, camping, comme le disait Christine. Donc oui, effectivement, c'est un segment qui est en vogue.
Ok. Quelle différence majeure avec la laverie automatique traditionnelle qu'on va rencontrer en centre-ville? Elle n'est ouverte qu'aux résidents. C'est-à-dire que soit dans un camping, elle n'est ouverte qu'aux gens du camping. Quoique, on voit une évolution aussi, où certains campings mettent maintenant des laveries qui sont aussi ouvertes sur l'extérieur. Mais tout ce qui est résidence senior, résidence de vacances, c'est réservé exclusivement aux gens qui sont dans la résidence. Alors que la laverie de ville classique est ouverte à tout le monde. En termes de fonctionnement, Maxime peut-être, ou même Christine, hein? Je trouve qu'il y a peu de changements, parce qu'avant, en résidentiel, on voyait la lessive injectée alors qu'on ne l'avait pas en laverie de ville. Oui. Et maintenant, la laverie de ville a développé aussi la lessive injectée comme on l'avait en laverie étudiante. Parce que justement, je pense qu'il y a eu des étudiants qui l'ont eu pendant leurs études et qui, derrière, acceptent plus facilement d'avoir les lessives injectées quand on est en laverie de ville. Alors qu'il y a 20 ans, c'était très mal accepté, la lessive injectée. Est-ce que ce sont des modèles qui sont plus portés par les exploitants professionnels ou par les bailleurs eux-mêmes? Portés, proposés? Oui, implantés en fait. Je pense que c'est le bailleur qui en fait la demande au départ, mais ensuite ce sont les prestataires qui gèrent la laverie. C'est très rare que ce soit le bailleur qui achète les machines et qui demande à les gérer. C'est plus... Oui, c'est à peu près les retours que j'ai aussi. Donc le principal mode d'exploitation, c'est de la mise à disposition, donc via un professionnel, comme Christine éventuellement, qui exploite déjà des laveries automatiques et qui diversifie son activité sur du résidentiel, ce qui permet de faire la passerelle, comme le dit Christine, sur la lessive injectée par exemple. L'achat, on le rencontre un petit peu, mais vraiment de manière ponctuelle, où c'est... je connais par exemple un Crous, une région avec un Crous qui achète son matériel. Alors, mais ça reste plutôt rare. Après, on a la location, comme on l'évoquait précédemment. Et sinon, c'est de la mise à disposition. Ouais. Donc la différence location, mise à disposition? Alors Christine nous connaît mieux que moi. La mise à disposition, le prestataire reste propriétaire du matériel. Il récupère la recette et verse un pourcentage. Et le pourcentage peut être soit fixe, soit avec un barème. Parce que quand on a des doutes sur la rentabilité de la laverie, on peut dire, si en fonction, si vous faites tel chiffre d'affaires, on vous reverse 10%. Si vous faites tel autre si vous dépassez le chiffre d'affaires, on vous reverse 20%. Voilà, ça peut être progressif. La location, c'est fixe. C'est-à-dire que, certes, on reste propriétaire malgré tout du matériel, mais on le loue. Et là, c'est la résidence qui encaisse la recette, mais qui nous paye une location, un loyer du matériel. Dans les deux cas, on fait l'entretien et la maintenance du matériel. Mais dans un cas, on récupère la recette. Dans l'autre, c'est la résidence qui récupère la recette. D'accord. Et lequel des deux modèles économiques a le plus le vent en poupe? La mise à disposition. Voilà. Mais il nous arrive de refuser de faire de la mise à disposition parce que ce n'est pas rentable. Et c'est là qu'on propose soit la vente, soit la location. Quand le chiffre d'affaires, on a eu le cas sur une station de ski qui voulait dans un logement pour ses saisonniers. Le chiffre d'affaires, on savait que la saison était trop courte, donc on savait que ce ne serait pas rentable de faire de la mise à disposition. Donc on leur a proposé la location. Ok. Maxime, toi, ces modèles-là, traditionnellement, est-ce qu'on les rencontre plus l'un que l'autre en fonction des profils justement d'établissements où on les implante? Est-ce qu'on rencontre en fonction des profils? Je pense que sur de la résidence étudiante, ça va être principalement de la mise à disposition. Ouais. Peut-être sur des lieux plus vacanciers, ça pourrait être de la location ou de l'achat. Ouais. Oui. Complètement. On confirme. Ça dépend vraiment, vraiment de la typologie d'utilisateur également. Ok. Maxime, quels critères techniques garantissent la fiabilité, la longévité, la performance énergétique dans un environnement résidentiel? Alors déjà, la priorité, c'est du matériel professionnel. On propose effectivement du matériel semi-pro, mais pour un usage spécifique. Là, dans ce type d'utilisation, il faut absolument rester sur du matériel professionnel. La sélection du matériel se fait principalement par rapport aux attentes techniques disponibles. Est-ce qu'on a des évacuations pour les séchoirs? Auquel cas, on a des solutions avec condensation ou pompe à chaleur. Du matériel super essorage. Voilà.
Et puis évidemment, ça dépendra également de la durée des contrats dans un cas de mise à disposition, puisque la notion financière, elle est hyper importante. Ok. Voilà. Christine, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Alors j'insiste également sur le côté matériel professionnel. On voit quelquefois des aménagements avec du matériel semi-pro, voire ménager. Il faut savoir que là, au niveau de la réglementation, vous n'êtes pas couvert. Si c'est du matériel ménager que vous installez, s'il y a le moindre problème, vous ne serez vraiment pas du tout couvert. Il faut impérativement répondre à la directive machine. C'est ça, cette fameuse directive machine, absolument. Comment est-ce qu'on assure une gestion fluide à partir du moment où donc on a installé cette laverie résidentielle? Comment est-ce que ça se passe après au niveau de la maintenance? Est-ce qu'il y a de la supervision à distance? Comment se passe la gestion du paiement, des accès? Au niveau de la gestion fluide, alors en fonction du type d'exploitation, il peut y avoir un contrat de maintenance ou non. Je pense notamment à la location, où ça peut être proposé. Après, donc effectivement, on peut avoir à travers la connectivité de la réception d'informations à distance, qui permettra de mettre en place des interventions techniques ou pas. Après, en dehors de ça, Christine? Alors, la maintenance, on se doit de le faire quand on a de la mise en dépôt, notamment, hein. Ne serait-ce que pour vérifier les sécurités de porte et tenir le fameux registre qui est valable dans les laveries de ville, mais qui est valable également dans les laveries résidentielles. Là, on rappelle la réglementation spécifique laverie. Voilà. Ensuite, la réglementation est propre à l'établissement par lui-même. C'est un logement, enfin, c'est un établissement qui contient des logements. Donc forcément une réglementation particulière. Le nettoyage du local est en principe demandé à ce que ce soit la résidence, que ce soit un camping, de faire le nettoyage du local. Mais ensuite, le prestataire intervient régulièrement pour l'entretien du matériel. D'accord. Et du coup, ça oblige à un plan de maintenance, on va appeler ça comme ça? Oui, des passages quand même assez réguliers. On a maintenant des centrales de paiement qui nous permettent quand même de vérifier beaucoup de choses à distance, de voir le nombre de cycles qu'il y a pu avoir sur les machines. Donc, en fonction du nombre de cycles, on peut savoir si la lessive est bientôt terminée ou pas. Et voilà. Donc, on peut gérer quand même à distance beaucoup de choses. Donc, ça permet aussi d'anticiper, par exemple, si tu sais que le stock des lessivielles est vraiment à la baisse, et de dire, oula, il faut qu'on planifie. Il ne faut pas tarder de passer. Voilà. On le voit sur les applications des centrales de paiement. D'accord. Et puis, il ne faut pas confondre maintenance et entretien. Oui. Je pense notamment au nettoyage des filtres des séchoirs, qui lui est primordial. Et tu as tout à fait raison de le rappeler. Oui, absolument. Christine, on parle de ça justement. Quelles sont les bonnes pratiques observées sur le terrain en matière d'entretien et de communication ou de satisfaction des usagers? Alors, les fameux filtres des séchoirs, on met tous des grosses étiquettes. Nettoyer le filtre à chaque passage, ce qui n'est pas forcément fait, mais voilà, on leur demande de le faire régulièrement. Nous, quand on y passe, évidemment, on vérifie la lessive, on vérifie les organes de sécurité. Et ensuite, on demande surtout à la résidence de nous prévenir s'il y a la moindre anomalie aussi. Et l'entretien par lui-même est fait, par contre, une fois tous les 3 mois ou 6 mois, ça dépend comment tourne la résidence, comment la laverie de la résidence. Donc, alors attends, parce que j'essaye de comprendre. Là, tu dis l'entretien est fait tous les 3 mois ou 6 mois. Mais tu parles de quoi dans l'entretien? On fait un entretien plus poussé, c'est-à-dire que là, vraiment, on nettoie les joints, on nettoie la pompe, on nettoie... Oui, c'est le gros ménage de printemps. Voilà. Ça, on le fait pas à chaque passage, mais au moins une fois tous les 3 mois, suivant la résidence. D'accord. Le contrôle de tous les raccords, par exemple, aussi. S'assurer que tout est bien conforme, pas de problème de sécurité, pas de fuite. Ok. Maxime, tu vas ajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est complet. Le nettoyage du local nous, on demande toujours à ce que ce soit la résidence qui le fasse. Ouais, ça, c'est dans les contrats. Ouais, ok. Parce que ça, c'est impératif aussi. Comme en laverie automatique. Oui, ils le font en général 1 à 2 fois par semaine. D'accord. Ouais. Sur les bonnes pratiques en termes de communication? Alors, la signalétique dans la laverie par elle-même pour l'utilisation du matériel? Les deux.
Les deux. Alors, on peut rebondir sur l'atelier qui a eu lieu juste avant, où nous avions Laure Marissiot, la présidente de l'AFL, justement pour intervenir sur les aspects plus réglementaires qu'on peut rencontrer dans les laveries, entre autres, parce qu'on a aussi parlé pressing et blanchisserie. Mais donc voilà, je ne peux qu'inviter les auditeurs à aller visionner le replay, effectivement, pour avoir tout le condensé des réglementations utiles et obligatoires, et nécessaires, obligatoires. Donc voilà, peut-être pour la réglementation, en effet, on pourrait passer vite. En tout cas, outre l'affichage obligatoire, qui est le panneau obligé par la DGCCRF, attention, ce linge, cette machine tourne à grande vitesse, et le pictogramme qui va avec. Après, c'est un affichage pour l'utilisation elle-même du matériel. Oui. Donc c'est là qu'il faut rester simple. On est passé nous-mêmes avec des logos, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de texte. Oui. Voilà, il faut que ce soit vite lu parce que le français ne lit pas beaucoup les affiches au mur. Donc on a besoin d'affichage et qu'il soit compris dans plusieurs langues. Parce que les résidences étudiantes, il y a beaucoup d'Erasmus. C'est ça. Et c'est même ce que s'ils sont là dire. pour apprendre le français, l'avantage du visuel, voilà. c'est que peu importe la langue, a priori, on peut le comprendre. Voilà. Dans les campings, c'est pareil. Il y a beaucoup d'étrangers, donc il faut que ce soit simple. Après, il y a aussi l'affichage obligatoire du contact en cas de problème. Et bien c'est ça, c'est l'affiche. Et la deuxième affiche que l'on a rendue obligatoire maintenant, c'est si la lessive est injectée, surtout pensez à mettre l'affiche avec la composition de la lessive, pour que les gens qui ont des allergies puissent savoir quelle lessive est injectée dans la machine et puissent appeler en cas de problème, quel service appeler et savoir quelle est la marque et le modèle de lessive. Et voilà. Si on parle, donc bonne pratique, parce que du coup ma question était en trois volets, sur la satisfaction des usagers, quelle tendance ou quelle pratique est-ce que vous observez sur le terrain qui justement va dans le sens de la satisfaction de ces utilisateurs-là? Est-ce que on est plus sur le recours à des lessives éco-responsables ou éco-labellisées, par exemple? Oui, clairement. Alors déjà, quand c'est en camping, il y a beaucoup de campings qui ont un logo vert. Voilà. Certains sont sur station d'épuration, donc c'est pareil, il leur faut une lessive EcoCert. Et ensuite, en résidence étudiante, on a souvent cette demande aussi d'avoir une lessive EcoCert ou Ecolabel. Donc on le constate de plus en plus sur l'écologie. Absolument, ouais. Et ce qu'on constate aussi en termes d'évolution, moi je le perçois en tant que fabricant, c'est qu'auparavant on était vraiment sur des petites capacités en termes de lavage et de séchage. Et aujourd'hui, on a tendance à aller sur un peu plus gros. Alors, on passe pas du simple au double, mais c'est vrai qu'avant, on pouvait assez facilement proposer des machines de 6 kg. Aujourd'hui, on est minimum sur du 8-10 kg. Donc ça, je trouve que c'est une évolution également. Alors c'est assez drôle parce que tu as devancé, j'allais rebondir sur ce que disait Christine, donc bravo, puisque j'allais justement demander si il y avait aussi une évolution en termes de capacité sur les volumes. Et du coup, je suppose, quand on installe, il y a aussi la dimension conseil, accompagnement bien évidemment qui est là. Est-ce que globalement, les bailleurs respectent vos recommandations? Je vais le dire comme ça. Ou est-ce que, parce que le critère du prix est toujours là, ils vont quand même avoir tendance à vouloir aller sur des plus petites capacités, mais qui du coup ne répondent plus vraiment forcément aux attentes des usagers, comme on vient de l'évoquer? Le prix reste le nerf de la guerre. Je laisserai une partie de la réponse à Christine. Dans les résidences étudiantes, le prix reste le nerf de la guerre. En centre de vacances, on le voit un peu moins. Camping ou autre. Dans les résidences étudiantes, on a eu longtemps de la demande. Nous, on mettait des machines de 10 kg et on nous l'a longtemps refusé. Parce qu'ils voulaient préférer sur des machines 6-7 kg. Et puis bon, ils ont été obligés de suivre le mouvement, puisque maintenant, les machines professionnelles, il y en a moins en 6-7 kg. On est plus sur de la 8-10, effectivement. Ouais. Donc tout le monde s'adapte au marché. Après, il y a aussi certains marchés de résidence qui sont en appel d'offres. Ah, ok. Donc là, c'est quelque part aux prestataires de s'adapter plus qu'aux bailleurs. Donc être en amont n'est pas toujours évident, quoi. Mais c'est intéressant, ceci étant. Oui, complètement. Ok, mais ça je crois que je vous ai déjà posé la question, mais ceci étant, à partir de quelle taille ou typologie de résidence est-ce que ce service devient rentable? Alors je pense que je
peut mieux répondre que toi, Maxime. Oui, on a un peu débattu tout à l'heure dessus. La résidence étudiante ou résidence de vacances, en fait, on tient compte évidemment du nombre de logements, mais pas que. Parce qu'on peut avoir des résidences hôtelières avec une centaine de lits, mais où les gens restent 2 jours, donc on fait très peu de lavage. Et inversement, une résidence avec seulement 30 lits, mais où ce sont des travailleurs saisonniers qui vont rester pendant un certain nombre de mois. Et là, on fait beaucoup de lavage. Donc on tient compte un petit peu de tous ces paramètres pour pouvoir faire une proposition soit de mise en dépôt, soit de vente, soit de location. Et quand on fait de la mise en dépôt, quand on a encore un doute sur le chiffre d'affaires, c'est là que l'on fait au barème. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire on vous propose d'emblée 10%, 20%. Non, c'est là qu'on fait un barème graduel, voilà, pour que tout le monde y trouve son compte. D'accord. Ok. Voilà, que la rentabilité soit juste pour tout le monde. D'accord. Alors, on parle perspective et innovation parce que il nous reste déjà plus que 5 minutes, me semble-t-il. Ça va vite, une demi-heure. Vous voyez, vous aviez peur. Finalement. Maxime, dis-moi, oui. Quelles innovations technologiques transforment aujourd'hui les laveries résidentielles? Donc, si on parle de connectivité, on a évoqué le paiement tout à l'heure, les centrales de paiement, mais donc le paiement mobile aussi, oui. Le suivi à distance, l'intelligence artificielle de maintenance. Alors, genre de choses. Le paiement mobile, c'est indispensable. La clientèle est plutôt jeune. Et aujourd'hui, les jeunes, ils payent avec leur smartphone. Ils n'ont pas d'espèces sur eux. Donc ça, je pense que Christine le confirme. Après, effectivement, il y a la partie connectivité. Je dirais connectivité à la fois utilisateur, mais aussi pour le prestataire. Donc, plutôt pour une question de maintenance. Pour l'utilisateur, ça peut être pour faire de la réservation, pour avoir les disponibilités à distance, éventuellement les alertes par SMS pour les prévenir en fin de cycle. Après, aujourd'hui, on a de plus en plus de dosage de lessive, ce qui était moins le cas avant. Donc ça fait partie aussi de l'évolution. Voilà, des produits beaucoup plus RSE et éco-responsables que par le passé, aussi bien en termes de consommables que même de machines. Oui, de machines à proprement parler, en fait. Je prends l'exemple des séchoirs aujourd'hui. Il y a de plus en plus de demandes sur des séchoirs pompes à chaleur, à la fois pour des problématiques techniques, mais à la fois pour des problématiques environnementales. Oui, les problématiques techniques, on est sur les systèmes d'évacuation, en fait. Exactement. Ouais. Et consommation. Ouais, consommation. Consommation. Ouais. Tu vois d'autres choses, Christine, toi, sur les Non, Maxime évolutions, a été très complet. Ouais. Alors, Christine, comment la filière des laveries s'adapte-t-elle aux enjeux environnementaux et de développement durable, justement? Vaste sujet. On s'adapte. L'économie fait que de toute façon, on cherche toujours les machines qui consomment le moins, qui font des cycles plus courts, des séchoirs qui consomment le moins aussi. Mais de toute façon, tout, que ce soit les fabricants de matériel, les fabricants de lessive et les gestionnaires des résidences, on est tous dans la même optique de toute façon. Et comme l'écologie rime quelque part avec l'économie, tout le monde y trouve son compte. Donc oui, on cherche les machines qui consomment le moins possible et c'est ce qui se passe de toute façon. Est-ce qu'on voit aussi se mettre en place des systèmes de récupération des eaux pour être réutilisés? On a parlé de pompe à chaleur. Sur ce genre de machine, Maxime, éclaire-moi, c'est toi l'expert. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, avec les systèmes de pompe à chaleur, on pourrait avoir une récupération du coup de la condensation, voilà, chercher le mot. C'est possible, pas possible? On récupère effectivement à travers la pompe à chaleur comme à travers un condenseur les condensats. Après, on est sur des volumes très faibles. Ok. Ouais, on est sur des volumes très faibles. Oui, mais petit plus petit plus petit. Mais effectivement, aujourd'hui, on a la capacité de les récupérer puisqu'en fait, ils partent à travers une vidange. Mais c'est pas forcément... honnêtement, on parle peut-être de 2 litres évaporés sur une machine à peu près de 8 kilos. Donc c'est pas forcément à l'ordre du jour sur les condensats. Non. Vraiment, la pompe à chaleur aujourd'hui, elle est là pour certains pour répondre à une problématique technique, c'est-à-dire de ne pas avoir d'évacuation et souhaiter une grosse capacité. Et dans d'autres cas, vraiment pour les économies d'énergie. D'accord.
Donc sur les systèmes de récupération, rien de plus La récupération de l'eau en laverie de ville, déjà, on a du mal. Enfin, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Alors en laverie résidentielle, où les locaux sont tout petits, en général, on n'a pas de place. Donc je ne vois pas pour l'instant en laverie résidentielle comment on y arriverait. D'accord. Bon, donc c'est très compliqué. On aimerait pouvoir récupérer, ça. mais ça veut dire qu'il y a une marge de progrès forcément à apporter ça bouge là-dessus. beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de progrès là. Après, il y a aussi en laverie ou en laverie, enfin plus en laverie automatique, il y a cette problématique aussi de réchauffer l'eau. Oui. Puisqu'on est bien souvent sur des laveuses qui ne chauffent pas l'eau, puisqu'on a une production indépendante. C'est pas forcément le cas partout, mais dans ce cas de figure-là, la récupération est un petit peu plus complexe. Ok. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous demander? Une dernière petite question pour qu'on reste dans les clous. Quelle perspective à 5-10 ans voyez-vous pour le modèle résidentiel? Est-ce que ça va se généraliser, se diversifier? Est-ce qu'il va y avoir des synergies avec d'autres services partagés? Alors, des synergies, je ne sais pas, certainement, parce que moi, je reste convaincu que c'est un mode qui va se développer de plus en plus. 5 ans, je pense pas, puisque c'est quand même fortement lié, pour moi, aujourd'hui, à la construction, qui est un petit peu à l'arrêt. Mais à un horizon 10 ans, je pense que ça se sera beaucoup plus développé, effectivement. Je suis d'accord avec Maxime. Oui. Généraliser, je pense qu'on en est encore loin. Mais bien développé, oui, c'est sûr, on le voit. C'est vraiment la grosse tendance. Il y a un biais culturel aussi, malgré tout. C'est vraiment la grosse tendance. Ouais. Ok. Et je pense que le développement, il se fera pas plus par rapport à aujourd'hui dans les résidences étudiantes, parce qu'elles sont déjà quand même principalement équipées. Elles sont toutes équipées. Voilà, je pense que le potentiel à aller chercher, il va plutôt être sur de la construction d'habitation classique. Ouais. Un peu comme sur les modèles scandinaves, pardon. Scandinave. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est studieux, ils sont écoute active et attentive. Parfait. Eh bien, très bien. Et ben, dans ces cas-là, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous éclairer sur ce développement potentiel de la laverie résidentielle, du coup, qui a priori a de beaux jours devant lui. Et puis, ce qu'on va retenir, c'est que c'est un service qui s'impose a priori comme un nouveau service du quotidien. On l'a dit, il a le vent en poupe. Il n'y a pas de raison que ça change. C'est pratique, c'est collectif, c'est responsable aussi. Ce qu'on peut dire, c'est quoi? Pour les exploitants comme pour les gestionnaires, c'est un service qui offre une opportunité de créer de la valeur, du lien social aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est une réalité, à condition de s'appuyer sur des solutions fiables, justement, bien dimensionnées aussi, et durables. Donc merci à Christine Balmont et à Maxime Toubin pour leurs éclairages complémentaires, et puis merci à vous tous pour votre participation. Merci.